Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach, chaîne 100% coaching. Ici Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel. J'accompagne les personnes dans la réussite de leur projet de A à Z. Et aujourd'hui, donc nous nous retrouvons dans un bric-à-brac d'idées autour de la notion d'inéisme, qui est quelque chose qui est important. Il est important de se questionner sur l'idée qu'on en fait et d'autant plus lorsqu'on est amené à accompagner ou à éduquer des personnes. Parce que l'idée qu'on s'en fera, qu'elle soit, formulée ou non, va influencer notre façon d'interagir avec la personne que l'on accompagne, mais également de notre façon de concevoir cet accompagnement. Ce qui a bien entendu, mais des effets sur, la vie de cette personne et aussi peut-être aussi l'avenir de la personne. Alors, innéisme. Derrière cette notion d'innéisme, il y a aussi cette idée qu'il y a des choses qui sont déjà existantes sans besoin de passer par un apprentissage. Donc quelqu'un qui ça serait inné, c'est quelque chose qu'il aurait développé de manière innée sans avoir passé par, par un apprentissage, par, une éducation ou ou autre. Et la notion d'idéisme, elle soulève également d'autres questions. Elle soulève d'autres questions, notamment sur, l'exigence que l'on va avoir avec, une personne. Par exemple, et avant de dire ça, je vais dire aussi l'innéisme, elle suppose de s'intéresser aussi à l'autre et s'intéresser plus qu'à l'autre aussi, mais à s'intéresser, à ces endroits où les apprentissages sont discrets, mais où ils se font et dont on n'en a pas réellement conscience et on pourrait croire qu'il y a ici une question d'innéisme, alors qu'il n'en est rien. Et si on réalise qu'il y a un innéisme, heu, à un endroit et pas à un autre, par exemple, une personne qui ne s'est pas suffisamment intéressée à autre que lui, à autre chose et autre personne que lui, autre scénario, eh bien, il risque de calquer sa propre expérience sur celle de l'autre et de dessiner là un parcours d'accompagnement qui ne sera pas adapté aux questions à laquelle cette personne-là est personnellement confrontée. Des questions que lui, peut-être, il ne connaît pas ou ne connaît pas sous cet angle-là, ou parce que lui, il a eu des réponses sans en avoir conscience de où il a reçu ces réponses-là. Et Et je disais aussi que ça soulève cette question de l'exigence parce que, bien sûr, bien sûr, nous sommes tous différents, mais il n'est pas question non plus de dire bravo à tout et n'importe quoi. Il y a aussi cette notion d'exigence. Alors, on parle souvent de bienveillance et d'ailleurs, la bienveillance, c'est aussi de dire les choses en prenant soin de la forme. C'est de dire les choses en prenant soin de la forme et donc de ne pas s'arrêter à dire bravo, mais aussi d'aller plus loin pour que la personne puisse avoir des points d'appui pour progresser. Sinon, donc je disais qu'il ne s'agit pas seulement de dire bravo, il faut également pouvoir être en capacité, lorsque quelqu'un a fait un travail, quelque chose, de donner un un feedback qui va permettre à cette personne d'avoir un point d'appui pour progresser. Avoir un point d'appui pour progresser pour la suite. Et ces points d'appui, ça peut être
aussi un point positif sur lequel elle va pouvoir, ancrer, mais c'est aussi et c'est là qu'on dit bienveillance, c'est aussi de dire les choses, et bien, c'est aussi, bah, de dire ce qui ne va pas pour que justement cette, personne puisse avancer par la suite, et donc il y a cette notion d'exigence parce que sinon, heu, il y a ce risque de laisser cette personne, de laisser ces personnes qu'on accompagne flotter dans leurs prédispositions. Or, le but de l'accompagnement justement, c'est de les en faire sortir, de les en faire quitter ces prédispositions, créer des situations qui vont les amener à quitter ces prédispositions, dans laquelle, heu, ils se trouvent et dans laquelle on n'est pas on n'a pas tous les mêmes prédispositions, mais pour autant et c'est pour ça aussi que ça nécessite un certain nombre de questionnements chez la personne qui accompagne, une exigence envers l'accompagnée, mais aussi d'elle-même, de savoir aller se nourrir pour pouvoir reconnaître des situations qui vont faire pouvoir analyser aussi pour qu'elle puisse être en capacité de situer là où est la personne dans son propre parcours, et cela sans calquer sa propre, son propre chemin, son propre cheminement parce que, on est si différents, et d'autant plus que quand il est question d'apprentissage, d'accompagnement, de montée en compétences, il est question également que ces personnes-là, et là c'est l'idée aussi d'André Jourdan qui a une conception de l'apprentissage qui est, lorsque on va amener soit une leçon, soit un parcours d'accompagnement, un projet, une mise en situation, on sait que ce projet-là doit pouvoir composer avec les conceptions initiales de ces personnes-là. C'est-à-dire, il y a cette idée il y a cette idée que l'apprentissage ne se fait pas comme ça, c'est pas on transmet pas une transmission mécanique des choses, mais il y a véritablement un cheminement, ça demande un cheminement, des questionnements, et il y a des confrontations avec les idées préexistantes, l'expérience aussi préexistante, et donc ça demande à celui qui accompagne de se questionner là-dessus, de pouvoir donc ça demande cette exigence de situer l'autre personne là où elle en est dans son parcours, et ça demande également d'être au courant également des particularités qui peut exister aussi, selon les personnes. Alors il y a souvent on parle aussi des situations de neuroatypie, et là-dedans, c'est pas la question d'enfermer une personne dans un diagnostic ou autre, mais c'est d'y être vigilant pour pouvoir justement proposer quelque chose d'efficace, quelque chose de structuré et efficace pour, la situation présente de la personne. Parce que des fois, on conçoit, heu, on conçoit un accompagnement, d'une certaine façon, mais dans cette situation, elle sera inadaptée. Donc ça demande une souplesse, une réactivité, mais également, j'ai envie de dire, bah, oui, une exigence envers soi, et une exigence envers soi, mais une exigence aussi envers l'autre aussi, et c'est vrai que c'est demandeur comme travail. C'est toute une élaboration, et une élaboration dans laquelle je trouve qu'on y gagne beaucoup beaucoup de plaisir, même si je reconnais, il y a aussi de la difficulté. Il y a aussi de la difficulté, et là-dessus, oui, je peux même peut-être,
pour illustrer un petit peu, ces propos-là. Moi, je propose des mises en situation, des mises en projet et je me rends compte, c'est-à-dire, il y a des mises en projet dont je suis très contente de ces mises en projet-là et puis, eh bien et ça passe très bien avec des personnes et je suis très heureuse. Mais je me rends compte que des fois, bah, je rencontre d'autres personnes et où là, beh, je rencontre des situations que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas vues, que je n'avais pas vues et dans ces situations-là, alors, dans les meilleurs scénarios, eh bien, peut peut pouvoir rebondir, mais il y a des moments aussi, ben, moi, beh, j'ai été surprise, c'est-à-dire, voilà, il y a eu cette surprise et parfois une incompréhension qui nécessite ensuite un temps de réflexion, qui nécessite, oui, un temps de réflexion ensuite pour voir et dans pareille situation, quelles possibilités, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et des fois, les réponses n'arrivent pas tout de suite. Elles n'arrivent pas tout de suite parce qu'elles demandent une réflexion. C'est toute une ingénierie, ça demande, aussi, plus qu'une réflexion aussi, ça demande aussi de nourrir aussi ces différentes représentations que l'on fait de l'autre aussi, c'est de nourrir des différentes, personnes que l'on peut rencontrer. Et si on est habitué à avoir un certain nombre de comportements et qu'à un moment, on voit qu'il y a des endroits où dans les questionnements, ça coince, où il y a des endroits, des petits recoins où habituellement on n'arrive pas ici et là on voit ces recoins-là et ça, eh bien, si on est face c'est-à-dire qu'en tant qu'accompagnateur, on est face à un apprentissage et là, je parle d'innéisme et c'est vrai que des fois on peut, par exemple, on peut se dire: «Eh bien, on est pédagogue par nature». Et peut-être que quelque part, oui, il y a peut-être des prédispositions, il y a des expériences en tout cas, qui nous prédisposent à choisir cette voie et qui nous prédisposent aussi à être bons, à être, compétentes, compétents dans cette voie-là. Et mais ça ne veut pas dire que ça nous affranchit d'un travail, d'une ouverture à d'autres expériences parce que, bien évidemment, on n'aura pas encore tout rencontré et c'est aussi la question, ben, du formateur, du pédagogue, de l'accompagnateur qui doit avoir cette exigence d'acon de se former en continu et d'accepter cette remise en cause qu'il reçoit lorsqu'il, rencontre une nouvelle situation, une situation inédite ou quelque chose dont il n'avait pas prévu. Et là-dedans, c'est important aussi de dire parce que ça peut être violent. On peut aussi, se réfugier se réfugier derrière, des explications qui enfermeraient l'autre plutôt que de prendre ses responsabilités. Et or, l'éthique, les responsabilités, on parle souvent de charte, mais en réalité, dans la pratique, mais ça demande une réelle exigence. Donc, venons sur l'innéisme et j'aimerais qu'on je vais vous partager une lecture d'Helvétius là-dessus. «L'éducation nous fait ce que nous sommes». Helvétius, 1784. La plus forte preuve de la puissance de l'éducation est le rapport ah, je reviens. Et le rapport constamment observé entre la diversité des instructions et leurs produits ou résultats différents. Le sauvage est infatigable à la chasse, il est plus léger à la course que l'homme policé parce que le sauvage y est plus exercé. L'homme policé est plus instruit, il a plus d'idées que le sauvage parce qu'il reçoit un plus grand nombre de sensations différentes et qu'il est, par sa position,
plus intéressés à les comparer entre elles. L'agilité supérieure de l'un, les connaissances multipliées de l'autre sont donc l'effet de la différence de leur éducation. Si les hommes communément francs, loyaux, industrieux et humains sous un gouvernement libre sont bas, menteurs, vils, sans génie et sans courage sous un gouvernement despotique, cette différence dans leur caractère est l'effet de la différente éducation reçue dans l'un ou l'autre de ces gouvernements. Passe-t-on des diverses constitutions des États aux différentes conditions des hommes? Se demande-t-on la cause du peu de justesse d'esprit des théologiens? C'est qui sont, à cet égard, plus soigneusement élevés que les autres hommes. C'est qu'accoutumés dès leur jeunesse à se contenter du jargon de l'école, à prendre des mots pour des choses. Il leur devient impossible de distinguer le mensonge de la vérité et le sophisme de la démonstration. Le militaire est, dans la jeunesse, communément ignorant et libertin. Pourquoi? C'est que rien ne le nécessite à s'instruire. Dans sa vieillesse, il est souvent sot et fanatique. C'est que l'âge du libertinage passé, son ignorance doit le rendre superstitieux. Il est peu de grands talents parmi les gens du monde, et c'est l'effet de leur éducation. Celle de leur enfance est trop négligée. On ne grave alors dans leur mémoire que des idées fausses et puériles pour y en substituer ensuite de justes. Et de grandes, il faudrait en effacer les premières. Or, c'est toujours l'œuvre d'un long temps, et l'on est vieux avant d'être homme. Dans presque toutes les professions, la vie instructive est très courte. Le seul moyen de l'allonger, c'est de former de bonne heure le jugement de l'homme. Qu'on ne charge sa mémoire que d'idées claires et nettes. Son adolescence sera plus éclairée que ne l'est maintenant sa vieillesse. L'éducation nous fait ce que nous sommes. L'esprit et les talents ne sont jamais dans les hommes que le produit de leurs désirs et de leur position particulière. La science de l'éducation se réduit peut-être à placer les hommes dans une position qui les force à l'acquisition des talents et des vertus désirées en eux. Nul ne reçoit la même éducation. J'apprends encore, mon instruction n'est point encore achevée. Quand le sera-t-elle? Lorsque je n'en serai plus susceptible, à ma mort. Le cours de ma vie n'est proprement qu'une longue éducation. Pour que deux individus reçussent précisément les mêmes instructions, que faudrait-il qu'ils se trouvassent précisément dans les mêmes positions, dans les mêmes circonstances? Une telle hypothèse est impossible. Il est donc évident que personne ne reçoit les mêmes instructions. Du moment où commence l'éducation, c'est à l'instant même où l'enfant reçoit le mouvement et la vie qu'il reçoit les premières instructions. Dans ces premiers moments, quels peuvent être les vrais instituteurs de l'enfance? Les diverses sensations qu'elle éprouve, ce sont autant d'instructions qu'elle reçoit. A-t-on donné à deux enfants le même précepteur? Leur a-t-on appris à distinguer leurs lettres, à lire, à réciter leur catéchisme, etc.? On croit leur avoir donné la même éducation. Le philosophe en juge autrement. Selon lui, les vrais précepteurs de l'enfance sont les objets qui l'environnent. C'est à ces instituteurs qu'elle doit presque toutes ses idées. De l'éducation des collèges. On veut que les enfants aient reçu les mêmes instructions lorsqu'ils sont élevés dans les mêmes collèges. Mais à quel âge y entrent-ils? À 7 ou 8 ans. Or, à cet âge, ils ont déjà chargé leur mémoire d'idées qui, dues en partie au hasard, en partie acquises dans la maison paternelle, sont dépendantes de l'état, du caractère, de la fortune et des richesses de leurs parents. Faut-il donc s'étonner si les enfants entrés au collège avec des idées souvent si différentes montrent plus ou moins d'ardeur pour l'étude, plus ou moins de goût
pour certains genres de sciences. Et si leurs idées déjà acquises se mêlant à celles qu'on leur donne en commun dans les écoles, les changent et les altèrent considérablement. Des idées ainsi altérées, se combinant de nouveau entre elles, doivent donner des produits inattendus. De là, cette inégalité des esprits et cette diversité de goûts observés dans les élèves du même collège, de l'éducation, de l'adolescence. La ressemblance des enfants dans les collèges est l'effet de la contrainte. En sortent-ils? La contrainte cesse. Alors commence, comme je l'ai dit, la seconde éducation de l'homme. Éducation d'autant plus soumise au hasard qu'en entrant dans le monde, l'adolescent se trouve au milieu d'un plus grand nombre d'objets. Or, plus les objets environnants sont multipliés et variés, moins le père ou le maître peut s'assurer du résultat de leur impression. Moins l'un et l'autre ont de part à l'éducation d'un jeune homme. Les caractères les plus tranchés sont quelquefois le fruit d'une infinité de petits accidents. De l'homme, œuvre complète, édition Samson. Alors dans ce texte, il y a vraiment, je trouve, beaucoup d'idées, mais déjà la dernière phrase, les caractères les plus tranchés sont quelquefois le fruit d'une infinité de petits accidents. Alors là-dedans, il y a vraiment, j'ai l'impression, un monde en fait, de dire ça. Déjà je pense que ça tranche avec cette idée du biais du survivant, où souvent on affiche une réussite, la réussite d'une personne qu'on va prendre comme exemplarité. Et si lui, dans telle situation, il a réussi à faire ça, alors c'est que on peut tous faire ça. Et des fois, c'est méconnaître également les raisons qui ont fait que cette personne précisément a pu percer. Et c'est aussi méconnaître les nombres de personnes qui ont échoué aussi, qui pourtant ont fait des efforts, mais dont les efforts, n'ont pas rencontré, heu, la récompense, les récompenses attendues. Et et oui, ce sont des choses qui arrivent, ce sont également par exemple, il y a aussi, bah, des artistes qui pendant, leur vécu ne rencontreront jamais leur succès. Et puis, eh bien, à leur mort, ils vont c'est là que, pour une raison ou une autre, alors peut-être évolution des mœurs, pour une raison ou une autre, évolution des mœurs ou alors les circonstances particulières qui va faire que la la qui va faire que l'œuvre va être appréciée et que le succès il va y avoir un succès post-mortem aussi. Et il y a des choses qui sont justement le produit, du hasard. Et bon, nous, c'est vrai, on est friands, on aime les histoires. Donc on aime construire, des histoires, mettre en relation, des faits. Des fois même on invente, on crée d'autres choses, voilà, on fait un storytelling pour, montrer l'exemplarité, de telle ou telle personne. Mais derrière cela, il y a aussi énormément de choses, de paramètres. Il y a énormément de choses de paramètres que l'on ignore. Et des fois, ça peut être c'est ça, on parle d'accident, ça peut être une petite chose près qui a fait que le succès a eu lieu ici. Et qui n'est pas dû forcément à la nature de la personne, mais également, ben, aux circonstances qu'il y avait autour, aux objets qui ont environné, aux rencontres, auxquelles cette personne a pu être exposée et a pu s'ouvrir elle aussi. Mais et un ensemble de choses en tout cas dont on n'a pas
qu'on n'a parfois pas tous les éléments. Et ça, c'est déjà une grande chose de reconnaître qu'on n'a pas tous les éléments, même si, bah, on voudrait maîtriser ça. Il y a une autre phrase qui a attiré mon attention aussi, et beh, c'est celle-ci: «La science de l'éducation se réduit peut-être à placer les hommes dans une position qui les force à l'acquisition des talents et des vertus désirées en eux». Et ça, c'est vraiment assez intéressant pour, beaucoup de choses, mais déjà là, ça fait déjà rupture avec l'idée d'innéisme, mais ça montre aussi, ça met en avant aussi ce principe d'éducabilité aussi, ce principe que mis lorsqu'on met des personnes dans certaines situations, ça va permettre de développer des choses qui n'étaient pas là, au préalable, qui n'étaient pas là sans cette, mise en situation. Et on peut prendre un exemple, par exemple si allez, si on prend l'exemple de l'école, un enfant qui a été habitué à voyager avec, ses parents, à partir aux 4 coins du monde, il va parce qu'il a voyagé, parce qu'il est exposé aux différents lieux, aux différentes, ou même aux différents objets, aux plats, aux différents il va être exposé à une culture, particulièrement riche. Et de ce fait, il va avoir quelque chose, la connaissance que celui qui ne qui qui n'aura pas cette chance, en tout cas, de voyager autant, heu heu, ne sera pas exposé à ça. Et pour autant, ça ne signifie pas qu'il est bête, ça veut dire qu'il n'a pas été exposé aux mêmes, aux mêmes choses. Alors bien sûr, lui aussi, il peut être mis dans des situations où s'il ne voyage pas, il peut être mis dans d'autres situations, au travers, ça peut être des films, ça peut être, des jeux de société, ça peut être, des jeux vidéo, ça peut être, un certain nombre de choses, des livres bien sûr. Mais dès là, on voit bien que, par exemple, celui qui, par exemple, avait voyagé, a une connaissance intime de quelque chose, est plus prédisposé, il va avoir une prédisposition à lorsque le professeur parlera d'une chose, à comprendre de quoi il s'agit, à il va avoir déjà des représentations préétablies qui sont là, et donc des conceptions initiales qui vont être favorables à recevoir ces nouvelles données, ces nouveaux apprentissages qui vont pouvoir, s'imbriquer, s'associer et faire une masse, intéressante. Et donc on voit encore plus l'intérêt, pour celui qui n'est pas exposé à ça, on voit encore plus l'intérêt, d'imaginer des choses, c'est-à-dire, de ne pas rester sur ce fatalisme et d'imaginer des choses qui vont lui permettre lui aussi de nourrir ses représentations, de nourrir, les l'idée qu'il puisse se faire une image, qu'il puisse avoir une intimité avec un certain nombre de choses pour qu'il puisse lui aussi apprendre et composer, apprendre et composer. Et ça demande une imagination. Déjà, heu, du pédagogue, mais aussi, on parlait tout à l'heure, des petits accidents. Les petits accidents, ça peut être que tout à coup, ce petit enfant qui n'avait pas pour habitude, de voyager, eh bien, il va, il fait une rencontre où, il va chez un voisin ou que sais-je, et ce voisin, lui parle de son façon pas, et ce voisin, il parle d'une telle façon où il s'agit pas dans une position dont il ne s'agit pas de mettre une condescendance et d'écraser l'autre. «Moi je sais, toi tu sais pas», mais plutôt dans une optique de partage, plutôt dans une optique: «Et j'ai vécu ça et j'aimerais te partager et j'aimerais qu'on vive quelque chose là-dedans», et qui va créer
une émotion épistémique chez la personne, une curiosité qui va faire que lorsqu'il va revoir ce thème abordé sur un cours ou dans le cours de sa vie, quand il aura grandi, quelque chose, et ça va avoir un impact. Ça va avoir, ça va stimuler des des envies, heu des envies qui n'étaient pas là. Ça va donner envie d'acquérir, des talents qui, heu, au moment où il était né, au moment où il était petit, bah, ça n'était pas là et là, il y a une rencontre et ça crée, des situations et ça, c'est aussi des petits accidents, des petits accidents souhaitables et même, qu'on peut provoquer aussi, dont on peut, oui, provoquer. Donc, je relis, la science de l'éducation se réduit peut-être à placer les hommes dans une position qui les force à l'acquisition des talents et des vertus désirées en eux. Là-dedans aussi, se pose aussi la question de la chance des personnes qui rencontrent aussi quand au moment. Oui, voilà, des personnes qui sont en charge de leur éducation, de la transmission. Il y a ça aussi, heu, ça montre à quel point ça peut impacter l'avenir. Ça peut impacter l'avenir de quelqu'un. Mais ce qui est bien aussi, rappelons aussi, bon, il y a la neuroplasticité, il y a le principe d'éducabilité. Alors peut-être qu'enfant, on a connu peut-être quelque chose, un parcours chaotique, c'est possible. Qui prédispose aussi à ce que les acquisitions des savoirs vont être plus difficiles, où il va y avoir des contraintes d'apprentissage plus grandes et c'est ici pas parce qu'on est plus bête, pas parce qu'on est plus bête qu'un autre, mais aussi parce que, alors bien sûr, il peut y avoir, des différences, hein, mais c'est aussi il n'y a pas eu d'expérience initiatrice et donc ici le défi, justement, eh bien, c'est d'en vivre ces expériences initiatrices, même si il est souhaitable qu'elles arrivent plus tôt, qu'elles arrivent au plus tôt, pour l'enfant. Eh bien, ces expériences initiatrices peuvent arriver également, ben, en cours, de vie et d'ailleurs, la personne le dit, elle lui dit: «Quand est-ce que l'apprentissage il s'arrête?» Eh bien, à la mort. Et quelque part, c'est un petit peu notre, ça peut être, c'est un petit peu le soulagement aussi, de se dire, eh bien, qu'on n'a pas fini d'apprendre et que aussi cette question de disposition aussi, eh bien, on peut aussi avoir cette situation où la personne qui était au début prédisposée à avoir, un meilleur, avenir que l'autre, avec des petits accidents et là aussi malheureux ou alors plus heureux pour d'autres, la personne qui avait plus de difficultés arrive par la suite à s'en sortir et à mieux s'en sortir que celle à qui elle avait, toutes les meilleures notes aussi et ça montre aussi que c'est vivant, qu'il y a quelque chose de vivant, il y a. Alors on peut aussi souvent parler aussi de l'apprentissage des langues aussi, où en cours la personne aura des mauvaises notes, mais quand elle va s'exposer au monde, elle va faire une immersion dans le monde, elle va se rendre compte, enfin, qu'elle peut communiquer avec l'autre et qu'elle peut travailler et qu'elle va pouvoir faire des choses dont elle aurait pu croire qu'elle ne pouvait pas faire. Qu'elle ne pouvait pas faire du fait, bah, des exercices auxquels elle a été exposée et dans lesquels elle n'avait pas réussi. Elle n'avait pas réussi, à développer des bonnes notes et donc celui ou celle qui arrive à s'émanciper, j'ai envie de dire s'émanciper de cette image,
mauvaise aussi ou alors qui par un coup de chance ou un autre, heu, gagne un concours ou quelque chose comme ça et qui peut aller, dans un autre ou ga une opportunité pour aller dans un autre pays et découvre qu'en fait elle a elle a ce talent, elle a acquéri ce talent qui n'y était pas quand elle était en cours. Elle a ces talents-là, mais ça on voit bien que là, les changements, bah, ils sont possibles et dans différents sens. Ce qui montre aussi cette nécessité, d'apprendre, mais aussi, ça soulève aussi l'effet golem, l'effet de golem, qui est, le fait de, heu, par exemple, quelqu'un ça peut être un coach, ça peut être un enseignant, quelqu'un qui va avoir une grille d'analyse qui sera peut-être erronée ou, voilà, qui va dire à un instant T à une personne, qui va lui dire quelque chose qui va donner à l'autre une image d'elle-même qui sera réduite et ça, cette personne, elle peut le faire sans faire exprès. Sans faire exprès, par incompétence, en fait. Par incompétence, par manque, d'expérience, manque de compréhension dans tel ou tel domaine. Et et là-dedans, bah, l'effet de golem, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a pour effet? Parce que l'autre a une mauvaise image de moi et de comment il parle avec moi, alors qu'en moi, j'ai cette possibilité d'apprendre, j'ai des possibilités et peut-être même déjà des possibilités qui sont déjà là, mais qui ne sont pas vues et bien de ce fait, la performance de cette personne, quand elle voit par la perception du précepteur, du coach, de l'accompagnateur, de l'enseignant, parce qu'il voit ça, eh bien, il va y avoir un blocage à ce moment-là. Il va y avoir, quelque chose où il y a quelque chose qui va se faire où ces performances vont se réduire. Ces performances vont se réduire et là, c'est un sentiment d'impuissance appris quand surtout si cette chose se répète. Si ces choses-là se répètent, ce sont des choses qui laissent des traces et ça peut être une incompétence à un moment T qui va laisser des traces importantes, dans la vie d'un individu. Ça, quelque part, c'est la chose terrible et l'espoir derrière aussi, eh ben, c'est que l'autre personne, elle peut quand même encore, eh bien, s'en sortir. Elle peut quand même s'en sortir. Comme c'est par exemple l'exemple de la personne qui était nulle à l'école en anglais et qui ensuite, beh, réussit, son immersion et exerce, une profession dont elle souhaite, en tout cas dans ce pays-là. Donc voilà, ça soulève aussi ça, cette idée, cet effet cet effet, bénéfique ou même, j'allais dire maléfique, mais, bah, cet effet de golem, cet effet, pétrifiant, que peut avoir l'autre. Parce que si l'autre, il avait des possibilités de faire quelque chose et là, dans ce moment-là, il peut être cassé et ça va créer des incapacités et d'ailleurs, il y a je crois que c'était Astolfi aussi qui parlait également de c c'est-à-dire que derrière ces incompréhensions de l'autre humain auquel on a en face de nous, ça crée des situations vraiment étonnantes où l'individu, alors qu'il sait quelque chose,
va avoir cette stratégie de faire comme s'il ne sait pas faire. Va avoir cette stratégie de dire qu'il ne sait pas faire, alors qu'il sait le faire. Parce que il reçoit un certain nombre de choses qui va l'affoler et c'est une façon de faire face à la déstabilisation psychique et Serge Boimard en parlait, de l'empêchement de penser. Lui, il en parlait dans la situation particulièrement avec les enfants en décrochage scolaire. De cette situation-là où parce que ces personnes ont manqué, d'initiation, ont rencontré également, des situations très éprouvantes, des violences, sont exposés à violences, bien eux aussi ils vont développer des stratégies qui vont amener des empêchements de penser, amener, à ne pas apprendre pour pouvoir justement garder, cette stabilité psychique et pour ouvrir, pour nourrir, ouvrir, cette, empêche voilà, pour ouvrir, cette opacité. Alors avant de dire ça, ce qui était soulevé aussi, c'est que face à ces incapacités-là, il y avait des faux diagnostics qui étaient faits, des enfermements, des assignations à ces individus-là où on disait: «Ben, en fait, lui, c'est un débile. Elle, c'est une débile». On peut rien attendre de cette personne parce que, voilà, c'est son niveau et il peut y avoir aussi de l'essentialisme quelque part derrière ça. Et des ces diagnostics aussi ou alors des fois, il y avait aussi cette volonté d'aider l'autre, mais une volonté, ça c'est ce que nous disait aussi Serge Bama, une volonté en fait qui amenait à pour l'enseignant à avoir, cette stratégie, de refaire ce qu'on faisait déjà et le fait de refaire ce qu'on faisait déjà, amenait à quoi? Au même résultat où et en plus tout le monde, on déplore encore l'échec de l'autre et c'est aussi en plus un échec pour l'enseignant aussi qui devient encore plus désespéré ou alors et là qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se réfugier? Comment il va faire? Est-ce qu'il va se réfugier ou alors il va chercher des choses, pour véritablement comprendre? Ça c'est ce sont des choses, pas évidentes. Ce sont des choses vraiment pas du tout évidentes finalement de faire face à ces échecs et là-dedans on peut questionner. Est-ce qu'il ne s'agit pas ici aussi un empêchement de pensée de l'enseignant qui continue à refaire ce qu'il sait déjà faire face à une situation? Parce qu'il est démuni, parce qu'il est impuissant, parce qu'il rencontre une déstabilisation psychique et ces empêchements de pensée, ils ne concernent pas uniquement les personnes en décrochage scolaire. Et je crois même qu'elles sont là dès lors où on rencontre des contraintes d'apprentissage, dès lors où où les choses deviennent plus compliquées. Déjà les contraintes d'apprentissage, ça nécessite de pouvoir faire face aux frustrations que l'apprentissage génère, de faire face au temps d'isolement et au temps qui va passer, c'est-à-dire ça ne sera pas immédiat et je pense qu'il faut également dénoncer ces processus, ces ces processus qui exigent de nous de rendre quelque chose, immédiatement ou qui amènent à l'individu à se mettre plus dans le mal-être, en fait, qui amènent à méconnaître ce qu'est l'apprentissage, qui démontre l'incompétence de celui, qui crée parfois et là, j'ai envie de dire qui crée parfois, par intérêt, plus par intérêt que pour envie d'émanciper, plus, pour, prétendre à des financements plutôt que par la préoccupation de l'épanouissement de l'autre et ça crée
de grandes ça crée de terribles horreurs parce que ces personnes ne savent pas, elles sont ignorantes et elles mettent d'autres personnes qui ont envie d'y aller dans des situations qui vont les amener à développer plus de plus de comment dire ça? En tout cas, ça va pas les amener à progresser dans leur apprentissage et ça peut en plus créer des j'allais dire un démembrement, ça peut créer des fragilisations, plus fortes qu'il n'y en avait au départ. C'est-à-dire, il y avait peut-être déjà une et ça peut s'ouvrir et l'autre personne incompétente, elle remarquera même pas, elle comprendra même pas ce qu'elle a fait et le produit de ce qu'elle a fait et ça c'est terrible. C'est terrible ce genre, de choses parce que, ça pullule, c'est et en plus, il est facile, en fait, de créer des programmes où on va mettre ci, ça et ça, mais si l'enseignant, si le formateur, si le coach ne sait pas pourquoi on fait ça, ci, ça et ça et dans quel cas on on arrête, on s'éloigne d'une telle chose pour remettre une autre situation. Si c'est pas s'il y a des incompétences, il y a aussi il y a des grands risques d'emprise pour l'autre personne aussi, mais il y a des risques, déjà d'abus de pouvoir et d'ailleurs, c'est ce que soulève aussi, la Miviludes quand elle parle, des dérives sectaires en lien, par exemple, avec la PNL, les analyses transactionnelles et tous les autres, voilà, tout et compagnie. Quand elle soulève ça, ce dont elle dit, c'est finalement, elle sanctionne pas tellement les principes qui sont dits, même si on va qualifier de pseudosciences. Oui, même si, on va dire que ça s'appuie pas des principes, il n'y a pas la rigueur et tout le processus qu'il y a de la science et ça se prétend science, par exemple. Mais, derrière ça, c'est ce qui parmi les choses qui sont condamnables aussi, c'est également ce manque de compétences de la part, des formateurs et parce qu'il y a ce manque de compétences, ça crée des situations d'abus où ces personnes, elles savent même pas ce qu'elles font et ça crée des situations, oui, d'abus de faiblesse de l'autre personne qui en fait, la personne qui veut apprendre et qui rencontre une personne qui lui donne cette espérance d'apprendre, de monter en compétence, de voir son avenir meilleur. Eh bien, bien sûr qu'il y a des bonnes volontés, il y a cette envie et quand on est dans l'apprentissage, on va se plier à certaines choses. Malheureusement, eh bien, soit par incompétence, soit aussi peut-être par un désir, particulier, eh bien, l'autre personne ne va pas amener la personne à l'épanouissement et c'est comme ça qu'on rencontre aussi des coachs qui, pendant 10 ans, accompagnent des personnes et que ces personnes-là continuent à les admirer, mais qu'est-ce qui s'est produit? Elles sont toujours en train de travailler sur la même chose, mais et ça, c'est terrible pour les 2, hein, pour le coach et le coaché. C'est vraiment terrible, pour moi, c'est une tragédie. C'est une tragédie, déjà, c'est une tragédie pour le coach, déjà, de ne pas voir là, son incompétence et d'arrêter le massacre, d'arrêter ça et l'autre, bah, qui continue à dépendre, qui continue à avoir à nourrir, cet espoir. D'autant plus, voilà, j'ai parlé des dispositifs, il y a des événements, c'est vrai, ils qui ont des belles choses aussi, qui amènent aussi à des beaux événements, il y a des banquets parfois, des choses comme ça qui peuvent stimuler aussi ce plaisir. Mais malheureusement, des fois, ce sont des plaisirs de la chair et pas le plaisir, où le plaisir intellectuel n'est pas ne se fait pas voir. Et
et ce qu'on aperçoit dans ces situations, ce sont des personnes en euphorie, très heureuses. «Ah, c'est bravo, bravo, bien, je suis contente, de ci, de ça». Mais en fait, en réalité, elles arrivent pas à dire, réellement, qu'est-ce qui se passe? Et en tout cas pour moi là-dedans, il y a un empêchement de penser. Il y a un empêchement de penser qui est justement, en plus, favorisé par des processus maladroits, des choses pas clairement précises, des choses, où, l où il y a eu manque de réflexion ou alors parfois une intention aussi. Peut-être une intention de faire un marchepied avec certaines personnes et et s'élever sur l'autre quelque part. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être, conscient qu'il existe ces choses-là et que ça pullule finalement et on est voilà, dans l'actualité, on a entendu aussi beaucoup de choses, beaucoup, notamment aussi dans les universités aussi, hein, où il y a des, pourtant qui sont des niveaux master. En fait, c'est des choses qui vont cocher des cases, sur, voilà, il va y avoir le titre RNCP, mais derrière, quand on regarde les critères de qu'est-ce qui fait, qu'un individu qu'est-ce qui fait qu'une formation, une éducation est émancipatrice? Et beh, ça ne coche non seulement ça ne coche pas ces cases-là, mais en plus ça crée, des situations vraiment, moi je trouve déplorables en tout cas, pour l'humain. Et j'avais eu l'occasion d'aller, à une conférence, sur l'emprise à la bibliothèque, municipale, de Lyon. Et il y avait plusieurs choses, enfin, en tout cas qui avaient été dites. Notamment, il y avait une, une association, alors est-ce que je peux retrouver? Il y avait une association, je regardais si c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et il y en a plusieurs, on peut retrouver, et d'ailleurs je mettrai, dans la description, les liens, de Amis Vite qui peut mettre en contact avec des associations, notamment lorsqu'il y a des dérives. Mais il y avait, l'UNAFDI, par exemple, qui est l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Et là-dedans, dans cette UNAFDI-là, enfin dans la présentation en tout cas qu'ils ont fait, c'est que, heu, parfois les les emprises sectaires ont lieu. Elles sont pas évidentes, en fait. Elles sont pas évidentes à voir. Il y a des choses non évidentes à voir qui va faire que, en fait en fait, c'est les circonstances particulières qui vont mettre les individus en danger, mettre les individus sinon en danger ou alors en situation de dépendance, qui va faire que là, on va pouvoir, parce que l'UNAFDI, elle, se présente aussi, comme, partie civile lors, des procès. Elle peut donc, présenter une personne qui a des difficultés, qui ou bien qui a des doutes finalement. Et l'exemple qu'elle avait prise qui en fait qui était un exemple qui sautait pas aux yeux, que c'était qu'il y avait affaire là à une secte. C'était, un père donc qui était séparé, de sa femme, donc maintenant son ex-femme, et qui s'inquiétait du développement de ses 2 filles. Ces 2 petites filles, et il disait que, ces 2 petites filles pour lui, enfin, il avait l'impression qu'elles se développaient pas normalement, pas comme les autres petits enfants, comme les autres enfants se développeraient, qu'elles étaient plus plus petites, plus elles étaient différentes et il s'inquiétait, de leur état. Il y avait un certain nombre de choses qui faisaient qu'il s'inquiétait et il se disait: «Bon, voilà, il veut pas remettre en cause, heu, l'éducation de la mère parce qu'elle a toujours été une bonne mère, mais néanmoins, il s'inquiète de comment, ses petites filles évoluent. Lorsqu'il, reçoit ses petites filles, comme ils sont en garde,
en garde alternée. Eh bien, donc il y a eu un certain nombre de choses qui a été fait et puis, ben, il y a eu passage devant le JAF, le juge des affaires familiales et et finalement, dans cette histoire, c'est de quoi il s'agissait? C'est une maman qui est dans les pratiques du Reiki. Alors, la pratique du Reiki est pas condamnable, hein, elle est pas on va pas condamner quelqu'un qui pratique ou bien qui propose ses services. Mais, elle, dans cette situation, dans comment elle menait sa vie autour de cela et comment elle vivait et bien, et du mode alimentaire qu'elle donnait à ses enfants et des croyances qu'elles avaient, et beh, ça a amené à mettre en danger ses enfants. C'est-à-dire et ça ne s'est pas vu tout de suite. C'est-à-dire que le JAF, lui, il était parti, c'est-à-dire, de en fait, ils étaient partis pour, faire peut-être un avertissement ou quelque chose comme ça, une remise, à l'ordre en tout cas de cette personne et la personne dit: «Oui, ben OK, je vais vacciner mon enfant, par exemple», ou alors si c'est pas vacciné, c'était autour de l'alimentation. Parce que la personne, elle était végane et ça voilà, ça pouvait enfin, ça créait ça avait un impact, cette alimentation avait un impact et finalement, elle avait donné son accord après ce passage de faire. Mais il y a quelque chose, qu'elle a dit au juge et qui a fait que le juge a par la suite réagi, elle a dit: «Eh bien attention, oui, moi je fais le vaccin, mais si mon enfant tombe malade, ne comptez pas sur moi, enfin je ne donnerai pas, de Doliprane». Et là, quand le JAF, bah, il a entendu ça, et ben, il s'est dit: «OK, bah, cette personne, elle va pas» enfin voilà, l'intérêt de l'enfant est en danger là. C'est-à-dire, si on doit soigner avec des médicaments, l'intérêt de l'enfant est en danger. Donc cette personne-là, elle a perdu la garde de ses enfants. Et peut-être que certains d'entre vous, avec je ne sais pas quelles idées vous avez de ça, peut-être que vous direz que c'est excessif, mais sachez que ce qui s'est passé par la suite, c'est que donc cette femme, elle a fait sa vie avec un homme, une figure importante en tout cas dans le reiki avec cette personne-là. Elle a eu un enfant et cet enfant-là, cet enfant-là n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est levé pour, la protéger et qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant est décédé. Derrière ça, derrière ces idées dans la façon dont comment ça a été appliqué, comment ça a eu pour effet de mettre en danger, ces personnes-là et donc je parle aussi de l'UNAVDI parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils enferment pas, les personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive et dénonce, voilà, soit quelqu'un qui fait de la PNL ou soit quelqu'un qui fait de l'astrologie, bien par effet, ça va pas, c'est pas parce qu'il y a ça qu'on va dire qu'il y a une dérive sectaire. Même si on pourra dire pseudo-science ou tout ça, il y aura pas mais c'est vraiment ils vont regarder les circonstances particulières et ce qui fait que même, des choses, qui n'étaient en soi en apparence, en surface, on dit: «Ça sera pas condamnable», ben dans l'étude de la situation, beh, ça peut amener en tout cas à sauver des vies et je pense que c'est important de communiquer là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se profilent dans les formations, dans les universités, de toutes parts et là, nous, on espère en fait pouvoir se développer, là où on espère amener le développement des personnes, il y a d'autres choses qui amènent à mettre en danger la vie d'autrui, à mettre, en danger, leur discernement. D'autant plus, voilà, on peut parler également de la chambre à écho, quand on est exposé à des idées et ça c'est amplifié aussi avec, les réseaux sociaux, les algorithmes et tout ça. Quand on est habitué à une idée, imaginez qu'on reçoit tout le temps une idée et bien, en fait, on est un peu enfermé dans ces idées-là et on reçoit pas d'autres idées différentes et ces idées différentes, c'est ces idées qui permettent, en fait, de faire une confrontation et
d'avoir en fait cet esprit critique, enfin de développer un esprit critique par rapport aux informations que l'on reçoit, de croiser des informations et c'est parfois compliqué pour la personne qui reçoit tout le temps la même information, elle n'a pas reçu elle a pas eu la chance d'entendre quelqu'un d'autre parler d'autre chose et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est, bah, comment réagir face à une personne pour laquelle on croit qui est dans une secte et bah, oui, parce qu'il y a des risques. Si vous rentrez tout de suite en confrontation, en agressant, eh bien, il y a des risques, de réactance. La personne peut soit se refermer et ne pas vous écouter ou alors elle peut vous attaquer ou je sais pas, il peut y avoir un certain nombre de choses à faire. Mais et ça me fait penser aussi à ce qu'avait dit, Bronner, dans Gérard Bronner dans ses conférences sur, l'esprit critique. En fait, ce qui est important, c'est d'exposer l'autre à d'autres raisonnements, à d'autres idées, que cette personne puisse comprendre qu'il existe d'autres idées que celles-là et le fait justement d'avoir cette exposition-là peut à terme lui donner une chance de développer à un certain moment une, une bascule qui va lui permettre pas de de penser par elle-même, en tout cas de mettre en examen les idées qu'elle en a pour, pouvoir, des fois, bah, s'affranchir d'une emprise, qui est là. Parfois cet affranchissement, il se fait aussi par, lorsque ça touche autrui. En fait, ce qui est terrible aussi dans cette histoire dans Lunasie, dans ce qu'il racontait, dans comment ces personnes s'y prenaient, c'est en fait, ces dérives sectaires, comment ça se faisait? Eh bien, en vitrine, bah, ça va pas être présenté comme une religion, ça sera pas forcément présenté comme quelque chose. Ça va être présenté comme, par exemple, quelque chose, pour favoriser l'insertion sociale. Ça peut être quelque chose pour, favoriser le bien-être, favoriser on voit partout, atelier gestion des émotions, des choses comme ça et atelier gestion des émotions, des fois, voilà, il y a vraiment des choses bizarres, hein, derrière, qui au lieu d'amener, une bonne ch au lieu d'amener ce qu'on voulait nous entrer, Heu, amène à d'autres choses, amène à entrer dans un système qui amène l'individu à faire des idées, à mettre en application des choses dans laquelle elle ne trouve pas bonnes pour elle-même. C'est-à-dire, c'est même des pratiques, par exemple, pratiques d'inceste. Il y a des individus qui se sentent obligés d'avoir de l'inceste de pratiquer de l'inceste. Ou alors, même, d'accepter de se faire violer, par j'allais dire le dictateur, en tout cas le fondateur, du courant, le gourou ou je sais pas quoi et qui vont accepter qui en fait, ils vont être mis dans des raisonnements un peu illogiques, qui va avoir une emprise sur eux et oui ou alors ils avaient pas ces ces idées-là et ils vont accepter. Ils vont accepter cette, évolution-là et c'est une et il peut y avoir et souvent, enfin, il y a aussi cette idée de culpabilisation, c'est-à-dire, heu, faire ça, c'est bien, c'est pour ça qu'il faut le faire et si tu le fais pas, ça va mettre en danger, quelque chose. Voilà, c'était l'exemple là d'une femme qui en avait marre, hein, de se faire violer et son mari a dit: «Oui, mais, tu vas nous mettre en danger, ceci, cela». Ouais et son mari qui dit, voilà, ben laisse-toi faire en fait, fais-toi violer, ben oui, continue». Vous voyez niveau enfin, le raisonnement comment et donc on nous a fait part d'un exemple, bah, d'une femme qui a eu un moment une prise de conscience et cette prise de conscience n'est pas passée par l'atteinte de son intégrité physique, mais quand en fait le gourou a commencé à dire,
voilà, que, ben, maintenant sa petite fille a commencé à grandir et donc maintenant c'est le tour de cette petite fille-là de faire, bah, qui va violer cette petite fille. Et quand cette mère-là, elle a eu le déclic. Elle a eu le déclic de s'en sortir, de sortir de cette secte-là, de dire non parce qu'elle ne voulait pas que sa fille que sa fille puisse, vivre cette situation terrible. Et là, dans cette malchance, j'ai envie de dire, bah, voilà, il y a eu cette chance du déclic, mais il y a des moments où ces déclics ne viennent pas. Ces déclics ne viennent pas et je trouve que c'est important en tout cas de faire circuler, des informations. Mmh. Là, par exemple, je vous parle de l'UNAVDI et je vous mettrai, les liens ensuite, les liens en description et je vous invite à aller voir, à aller, regarder et de vous faire une idée vous-même, par la suite. Peut-être que ça pourrait aider des personnes, ça pourrait aider, des personnes qui sont aujourd'hui en danger, et qui n'ont pas la chance de rencontrer d'autres personnes qui ont cette pédagogie, cette patience, cette envie de voir l'humain progresser, cette envie ou bien cette peut-être même cette empathie ou je sais pas, les mots me manquent, mais c'est terrible, en fait, c'est terrible. C'est tout ce que j'arrive à dire. C'est vraiment c'est mais en tout cas, ce qui en fait, ça me désespère de voir la progression de ce genre de choses, mais en même temps, ce que je trouve bien, c'est que justement, il y a des humains, il y a des hommes, des femmes, qui œuvrent justement pour que des idées circulent et pour que des individus puissent à un moment ou à un autre accéder à ces informations-là, accéder à ces données-là pour remettre en question, ce dont ils subissent aujourd'hui, ce dont ils vivent aujourd'hui et ce dont ils prennent pour, leur propre pensée peut-être et qui n'en est pas et je trouve ça en tout cas ça mérite en tout cas d'être véhiculé et vous voyez, parler d'inéisme, et voilà, une personne qui était pourtant pas, quelqu'un qui était amené à pratiquer de l'inceste et bien finalement elle, et beh, là elle va être, mise en situation pour le faire. Elle va être, voilà, elle va faire des choses qui étaient contraires. Elle peut être, mise en situation à faire des choses qui sont contraires à leur, situation, à leurs, valeurs, à leur dignité aussi et ça, en tout cas, c'est important d'alerter, d'être alerté. On dit souvent, on pense toujours que ça arrive aux autres et finalement, on peut tous être exposés. On peut tous être exposés à un moment ou à un autre à ces choses-là et d'ailleurs, il y a des fois, il y a des critiques aussi. Il y a Tronchambi aussi qui font des critiques de ce qui se passe, à l'université, dans d'autres organismes aussi. Pôle emploi aussi, où déjà il y a des personnes qui sont fragilisées, qui sont déjà peut-être en situation d'exclusion et où, bah, elles vont être encore plus fragilisées en étant exposées à des personnes qui savent pas ce qu'ils font ou alors qui justement savent ce qu'ils font, mais qui ont des intentions, heu, auxquelles enfin des intentions, voilà, nuisibles à l'autre. Donc je vais terminer sur ces propos-là. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. C'était notre bric-à-brac